La Première Guerre mondiale, ce n'était pas juste une guerre entre armées. Non, c'était bien plus que ça. C'était une transformation complète, radicale de la société. Et c'est justement ça qu'on va explorer. La naissance de ce concept de guerre totale. Pour commencer, voilà un chiffre. 27 000. Dit comme ça, c'est juste un nombre, un peu abstrait. Mais il représente une réalité absolument terrifiante. Voilà le contexte. 27 000 soldats français tués. En une seule journée, le 22 août 1914. C'est tout simplement le jour le plus sanglant de toute l'histoire de l'armée française. Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Ça donne tout de suite une idée de l'échelle, de la violence inouïe de ce conflit. Maintenant, changeons complètement d'échelle. On passe du bilan d'une seule journée à la mobilisation globale. Et là, le chiffre, c'est 70 millions. 70 millions, c'est le nombre de soldats mobilisés à travers le monde. Ce chiffre, il est colossal et il nous dit quelque chose de fondamental. La Grande Guerre, ce n'était pas une affaire de militaires professionnels. C'était une guerre qui a littéralement aspiré des nations entières dans sa spirale. Alors la grande question, c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Comment est-ce qu'un seul assassinat a pu mettre le feu au monde entier ? Eh bien, c'est l'histoire d'un engrenage implacable. Il faut imaginer l'Europe de 1914 comme une véritable poudrière. Comme on le voit bien sur cette carte, le continent est coupé en deux. D'un côté, on a la Triple Alliance, avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. De l'autre, la Triple Entente, la France, la Russie, le Royaume-Uni. Tous ces pays sont liés par des pactes, des promesses de se défendre les uns les autres. C'est une sorte de toile d'araignée diplomatique qui n'attend qu'une chose pour s'embraser. Et l'étincelle, elle arrive le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Et à partir de là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. C'est l'engrenage. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie. La Russie soutient la Serbie. L'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie. En quelques semaines à peine, le système d'alliance se met en marche comme une machine infernale que plus personne ne peut arrêter. Les dominos tombent les uns après les autres. Bon, on quitte maintenant les grandes manœuvres diplomatiques pour descendre sur le terrain. Parce que pour des millions d'hommes, la guerre, ce n'était pas une carte d'état-major. Non, c'était un enfer de boue, de sang et d'acier. Au tout début, en août 1914, tout le monde s'attendait à une guerre rapide, une guerre fraîche et joyeuse. C'était la phase de la guerre de mouvement. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. L'avancée allemande est stoppée net. Et là, le front se fige. Les armées s'enterrent littéralement sur des centaines de kilomètres. C'est le début de la terrible guerre de position, la guerre des tranchées. Et dans ces tranchées, il y a une figure qui va devenir emblématique, le poilu. C'est le surnom qu'on donne aux soldats français. Ça vient de leur apparence, bien sûr, souvent barbus, sales, mais ce mot évoque aussi leur courage, leur endurance, leur humanité au milieu de l'horreur. Ce schéma montre très bien ce que pouvait être la vie de ces poilus. Le quotidien, c'est la boue, le froid, la vermine, les rats. Et puis il y a l'expérience sensorielle, un véritable cauchemar, le vacarme incessant, assourdissant, de l'artillerie, l'odeur de la mort, la vision d'un paysage qui n'est plus que ruine, un paysage lunaire. C'est une attente angoissante, permanente, seulement interrompue par des assauts souvent suicidaires. Alors pourquoi cette guerre est-elle si meurtrière ? Parce que c'est une guerre industrielle. La technologie a fait des progrès effrayants dans l'art de tuer. L'artillerie lourde, à elle seule, est responsable de 70% des victimes. Les mitrailleuses fauchent les hommes par milliers. Et très vite, de nouvelles armes, plus terrifiantes les unes que les autres, font leur apparition. Les gaz de combat, les lance-flammes, et puis les premiers chars, les premiers avions de combat. Le résultat de cette boucherie industrielle, ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Regardons juste l'année 1916. À Verdun, on compte plus de 700 000 victimes, morts, blessés, disparus. Sur la Somme, c'est encore pire, 1,2 million. Des chiffres qui illustrent l'absurdité totale de cette guerre d'usure. Mais attention, cette guerre ne se joue pas uniquement sur le front. Pour faire tourner cette gigantesque machine à tuer, il faut mobiliser un autre front, un front invisible, mais tout aussi vital, l'arrière. Et c'est là qu'on arrive à la définition de la guerre totale. C'est un conflit qui fait exploser la frontière traditionnelle entre le soldat et le civil. L'État va mobiliser absolument tout ce qu'il a, les ressources humaines, économiques, industrielles et même psychologiques. Tout ça pour un seul et unique but, la victoire à n'importe quel prix. On a donc bien deux fronts qui coexistent. Le front militaire, celui des tranchées bien sûr, et puis l'arrière, là où vivent les civils, mais l'un ne peut absolument pas fonctionner sans l'autre. C'est l'arrière qui est le moteur du front, c'est lui qui fournit les armes, la nourriture et qui maintient le moral des troupes.
Et concrètement, comment ça se passe cette mobilisation? Eh bien, les femmes remplacent massivement les hommes partis au front, notamment dans les usines d'armement. On les surnomme les munitionnettes. L'État déploie une propagande massive pour souder la nation, tout en utilisant la censure pour cacher les aspects les plus sombres de la guerre. Même les enfants sont sollicités. Et bien sûr, pour financer cet effort colossal, on fait appel à l'épargne des citoyens via les emprunts de guerre. Bref, c'est toute la société qui est enrôlée. Après 4 longues années de ce conflit total, le monde ne sera plus jamais le même. Il est temps de se pencher sur les cicatrices, les traces profondes laissées par la Grande Guerre. D'abord, le bilan humain. Il est apocalyptique. On parle de près de 10 millions de soldats tués. Et ce tableau ne montre qu'une partie du désastre. Derrière chaque ligne, chaque chiffre, il y a des vies brisées, des familles en deuil. La France, par exemple, perd 1,4 million de ses soldats. Une véritable saignée. Et puis, il y a ceux qui sont revenus, mais dans quel état? Le terme « gueule cassée » est terrible, mais il dit bien la réalité de ces survivants au visage atrocement mutilé par les éclats d'obus. Ils sont devenus le symbole vivant, permanent de la violence inouïe de cette guerre industrielle. La carte du monde, elle, est complètement redessinée. 4 grands empires s'effondrent d'un coup. L'allemand, l'austro-hongrois, l'ottoman et le russe. En Russie, une révolution donne naissance à un modèle politique totalement nouveau, le communisme. La guerre a aussi été le théâtre de violences de masse contre les civils, avec notamment le génocide des Arméniens. Et elle marque l'arrivée d'une nouvelle superpuissance sur la scène mondiale, les États-Unis. Les combats, eux, s'arrêtent le 11 novembre 1918, avec la signature de l'armistice. Mais la paix est officiellement signée bien plus tard, le 28 juin 1919, avec le fameux traité de Versailles. Un traité qui était censé construire une paix durable. Mais la vraie question est là. Ce traité, qui a été vécu comme une véritable humiliation par l'Allemagne, a-t-il vraiment réussi à garantir une paix durable? Ou est-ce qu'au contraire, en voulant punir les vaincus, il n'a pas lui-même semé les graines du conflit suivant? C'est sans doute la question la plus troublante que nous a laissée la Grande Guerre.